Il est 8h01. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas. Si vous êtes en voiture, dans les transports en commun, on vous accompagne jusqu'à 9h. Voici le journal de 8h présenté par David Decamp. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. Et si les mises en garde du gouvernement portaient leurs fruits, s'ils se mettent hors la loi samedi, les gilets jaunes seront sanctionnés et la peur du gendarme semble fonctionner. Reportage dès le début de ce journal. Et puis, il y a un homme dont le silence est étonnant. Nicolas Hulot est totalement absent depuis le début de la crise. Que pense-t-il de la fronde et des va-et-vient du gouvernement? Les informations d'Ève Roger dans un instant. La terrible affaire de pédophilie dans la Nièvre, des sévices présumés sur 4 petits garçons pendant des années. Comment se fait-il que l'alerte n'ait pas été donnée plus tôt? Europe 1. Emmanuel Macron entend la colère des gilets jaunes, mais attention, pas question pour l'État de faire montre de la moindre indulgence. Les actions illégales, comme les blocages par exemple, seront sanctionnées. Le président a répété hier soir sur TF1 ce qu'avait déjà dit son ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Je vous rappelle qu'une manifestation non déclarée est punie de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. L'entrave à la circulation, c'est 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Voilà qui suffit à en décourager certains. Exemple à Vitré, en Ille-et-Vilaine, les gilets jaunes voulaient bloquer un péage. Eh bien, ils ont d'ores et déjà renoncé. Reportage François Coulon. Ils étaient une vingtaine à faire les repérages ici aux barrières autoroutières de la Gravelle. La semaine passée, au programme, un grand blocage du péage, suivi d'une opération escargot avant de paralyser 3 ronds-points de Vitré. Mais les menaces du ministre de l'Intérieur ont fait mouche. En quelques jours, ils se sont tous dégonflés. Marcel Lacour, le patron des Gilets jaunes vitréens. Vous savez, quand on voit Castaner parler, c'est un gars qui fait peur. Ils n'accepteraient aucun blocage. Ça veut dire verbalisation, retrait des permis de conduire. Les gens se sont dit, nous, on ne prend pas le risque. C'est la peur du gendarme, quoi. On n'avait pratiquement plus personne dans le bureau. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, on arrête. Moi, je ne vais pas m'amuser à 70 ans faire quelque chose avec 1 ou 2 personnes. Vous avez peur vous-même? Moi, j'en ai pas peur, j'ai fait 68. À 70 ans, je m'en fous. Je m'en fous complètement. C'est cette même peur des représailles qui a conduit hier les chefs des Gilets jaunes de Dinan, Saint-Malo et Châteaubriand à jeter l'éponge. Vitré, François Coulon, Europe 1. Et dans son interview, Emmanuel Macron s'est aussi acquitté d'un mea culpa. Il a admis ne pas avoir réussi à réconcilier les Français et leurs dirigeants. Le président a également répondu aux tweets incendiaires de Donald Trump. Entre alliés, on se doit le respect, a lancé Emmanuel Macron. Cela fait maintenant presque 3 semaines que le débat fait rage. Taxer les carburants pour favoriser la transition écologique. Et il y a une voix qu'on n'entend pas, ou qu'on n'a pas du tout entendue, c'est celle de Nicolas Hulot. Oui, l'ancien ministre pousse pourtant la taxation du diesel depuis plus de 10 ans. Et c'est vrai qu'il est muet depuis le début de la crise. On aimerait pourtant savoir ce qu'il pense de la révolte des Gilets jaunes ou des mesures annoncées hier par le gouvernement. Europe 1 a enquêté sur cet étonnant silence. Information signée Ève Roger. N'espérez pas entendre le son de sa voix d'ici samedi. Nicolas Hulot ne bougera pas, affirme l'un de ses proches, ni pour soutenir le gouvernement, pourtant droit dans ses bottes sur la fiscalité écologique, ni pour le critiquer, manquerait plus que ça. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il ne jette pas la pierre aux Gilets jaunes, il les comprend, il va même jusqu'à dire qu'ils incarnent toutes nos contradictions. On peut très bien marcher pour le climat et ne pas vouloir se passer de sa voiture. Alors Nicolas Hulot attend. Le 22 novembre, jeudi prochain, retour dans l'arène, dans l'émission politique sur France 2, c'est là qu'il devrait dévoiler son jeu. Un de ses proches confie. Nicolas réfléchit à un appel ou une sorte de nouveau pacte écologique, ce qu'il avait fait signer au candidat à la présidentielle de 2007. En tout cas, quelque chose de créatif dont pourraient s'emparer des candidats aux européennes. D'ailleurs, la semaine prochaine, il a rendez-vous avec Raphaël Glucksmann, le jeune fondateur du nouveau parti, place publique au programme très Hulot-compatible. Alors d'ici le 22 novembre, sa voix retentira bien, mais au Muséum d'histoire naturelle de Paris, à l'occasion d'un dîner de gala, une levée de fonds en faveur des grands singes, une espèce en voie de disparition. Les informations d'Ève Roger pour Europe 1. Et on demandera à l'invité d'Europe 1 à 8h15 ce qu'il pense de tout cela. Audrey Crespo-Marin reçoit la tête de liste écolo pour les européennes, Yannick Jadot. Peut-être sera-t-il aussi inspiré par le nouveau projet d'Anne Hidalgo. La maire de Paris envisage de piétonniser tout le centre historique de la capitale. Son entourage précise que c'est une idée destinée à la prochaine mandature. Anne Hidalgo fera donc campagne là-dessus.
Europe 1, il est 8h06. On va revenir maintenant, mon cher David, sur cette terrible affaire de pédophilie dans la Nièvre. Oui, je vous rappelle que 8 adultes, 5 hommes et 3 femmes sont mis en examen pour viol et agression sexuelle. Les victimes présumées sont 4 petits garçons âgés de 4 à 9 ans. Leurs propres parents font partie des suspects. Les gendarmes enquêtent sur des sévices pratiqués pendant des années. Alors, dans le petit village de Châtillon en Bazois, les habitants oscillent entre culpabilité et indignation. Comment ont-ils pu eux-mêmes passer à côté d'un tel drame ? Comment se fait-il que les services sociaux n'aient pas réagi plus vite ? Reportage sur place, signé Jeanne Bergaoui. Les soupçons de maltraitance alimentaient la conversation des habitants de ce petit village. Des soupçons à l'école aussi, se souvient cette ancienne institutrice qui a suivi l'un des 4 enfants victimes d'abus. Il était en t-shirt en hiver, il avait toujours faim, il avait des accès de violence. On s'est questionné sur l'environnement familial. Après concertation, l'enfant est finalement signalé, retiré à la garde des parents. De son côté, la mairie assure que ces familles dites à problème étaient bien dans le radar des services sociaux. Alors, comment ont-ils pu passer à côté du calvaire de ces garçons, déplore Marilyn, qui avait signalé la violence d'un des hommes mis en examen. Je ne comprends pas qu'avec tous les services sociaux qu'il y ait eu, tout l'entourage qu'il y avait chez eux, qu'on ne se soit pas perçu plus tôt pour protéger ses enfants. Pour moi, c'est ça le drame. Un drame hors norme face à la durée des faits, mais aussi au nombre d'infractions, plus de 70. Certains reconnaissent du bout des lèvres qu'ils auraient peut-être dû mieux donner l'alerte. Châtillon en Bazois, Jeanne Bergaoui, Europe 1. La suite du journal avec vous, David Doucan. Le procès de Georges Tron se termine aujourd'hui. Oui, les jurés vont rendre leur verdict. L'avocat général a requis 6 ans de prison contre le maire de Draveil, 4 ans contre son ex-adjointe Brigitte Gruel. Je vous rappelle qu'ils sont accusés de viol et d'agression sexuelle sur 2 anciennes employées de mairie. Les avocats de la défense ont quant à eux hier plaidé l'acquittement. Guillaume Bier. La salle des assises est archi-comble pour entendre Éric Dupond-Moretti plaider l'acquittement de Georges Tron. Juste avant lui, son associé Antoine Vey a méthodiquement démonté un dossier vide, aucun indice matériel, dit-il. Entre en scène le ténor qui régale le public en distribuant les mauvais points. Contre l'avocat général, au réquisitoire selon lui, mielleux, démago, narcissique. Contre la presse, accusé d'avoir, je cite, crevé Georges Tron dès les premières minutes du procès. Et puis contre les plaignantes, Aïva Loubrieux qui a reconnu s'être laissé caresser le pied dans la promesse d'être embauché, il assène. Ben tant pis pour vous. À propos de Virginie Faux, qui a elle-même abordé la réflexologie à son premier déjeuner avec Georges Tron, Dupond-Moretti balance, elle y va pour le pécho. Rire dans la salle. Au juré, il explique, si votre employeur vous prend le pied et que ça ne vous plaît pas, vous l'enlevez, c'est aussi simple que ça. Bref, pour l'avocat, personne ne peut affirmer que la parole des plaignantes est cohérente, insiste-t-il. On est chez les dingos. Et il conclut avoir la conviction que Georges Tron, c'est un type bien. Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Emmanuel Macron est aujourd'hui en déplacement au Maroc. Oui, il inaugure avec le roi Mohamed VI le nouveau TGV qui va relier Tanger à Casablanca. C'est la toute première ligne à grande vitesse sur le continent africain. Elle a été financée à moitié par la France. Les précisions de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Casablanca, Théo Manval. Ce nouveau train rouge et blanc va filer à plus de 320 km/h sur les 200 km qui séparent Tanger de Casablanca. C'est du jamais vu sur le continent africain et l'aboutissement d'un projet titanesque. 2 milliards d'euros financés à moitié par la France. Les entreprises tricolores sont en première ligne. Vinci, SNCF ou Alstom qui fournit les 12 rames. Le temps de trajet entre les 2 métropoles marocaines va être divisé par 2h10 au lieu de 5. Jawad travaille dans l'import-export. Tanger, c'est la porte de l'Europe. Il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent avec la LGV. Quand tu gagnes le temps, tu peux faire plus de réunions, plus de rendez-vous. Il va apporter beaucoup de choses. Mais le projet n'est pas sans polémique. 3 ans de retard et surtout un coût qui suscite la colère d'une partie de la population qui regrette de voir ces milliards investis sur une seule ligne alors que le reste du réseau connaît beaucoup d'accidents. Le dernier il y a 1 mois, rappellent ses habitantes. Le train a déraillé et donc il y a eu 7 victimes. Oui, 7 morts, 120 blessés. Ça m'a mis en colère. Il y a des priorités. Améliorer avant les rails des trains qui existent. Mais les autorités marocaines comptent bien sur leur nouveau fleuron pour conquérir 8 millions de passagers par an. À Casablanca, Théo Manval, Europe 1. Le journal de 8h était présenté par David Doucan. Bonne journée à tous. Bonne journée.